La seconde partie de Face à Rio Folle, toujours avec Yvan, bien sûr, Véronique, et nous a rejoint sur le plateau Reynald Secher. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en lettres, historien de la guerre de Vendée, auteur de Vendée du génocide au mémoricide. Yvan et Folle, pourquoi avoir invité Reynald Secher? Eh bien, parce que d'abord, Reynald Secher était le grand historien de la Vendée, le grand historien également du totalitarisme. Et puis, j'ai trouvé intéressant d'abord de l'entendre sur le succès du film du Puy du Fou sur la vie de Charette, bien entendu, mais surtout également sur la polémique que ce film a suscité, notamment dans une tribune du Monde qui a été signée notamment par Alexis Corbière, le député de la France Insoumise, qui trouvait que ce film, que cette vie de Charette était une réécriture de l'histoire et que c'était en fait une opération réactionnaire menée par l'extrême droite. Je résume grossièrement un peu quel était l'argument de Corbière. Et donc, j'ai voulu vous entendre naturellement sur toutes ces accusations, d'autant que vous-même, étant historien, ayant travaillé sur les chiffres pour démontrer que le génocide vendéen a bel et bien existé, pour cette raison-là, vous avez été vous-même marginalisé dans la communauté des historiens et vous n'avez pas été reconnu, en tout cas, à votre valeur. Et donc, ma première question était de savoir si vous aviez été surpris, dans le fond, par le film Vaincre et mourir, et si vous aviez été surpris par la polémique qui s'en est suivie, en tout cas, à travers ce papier, cette tribune de Corbière. Alors, il faut bien comprendre que la Vendée, c'est une double blessure. C'est une blessure pour la République française et pour tous ceux qui se revendiquent de cela, notamment les Jacobins et les robespierristes, qui vont tout faire pour ne pas en parler, pour la marginaliser, pour la relativiser, etc. Puis, bien entendu, une énorme blessure qui est toujours actuelle, qui est toujours vécue par les Vendéens, qui n'ont pas compris qu'ils puissent être maltraités comme ils ont été maltraités. Je rappelle toujours que ce qui a été fait en Vendée est un crime contre l'humanité et que c'est froidement si la Convention en conscience partagée a décidé d'exterminer toute une population sur l'ensemble d'un territoire immense qu'est la Vendée militaire, et de préférence la femme, on vise la femme et l'enfant et le vieillard et l'anéantissement de tous ces biens. Alexis Corbière parle de guerre civile. Il n'a pas tort. On peut dire qu'à un moment donné, la guerre de Vendée a d'abord été une guerre civile. La guerre de Vendée est avant tout une guerre civile. Il y en a d'autres sur le territoire. Mais à l'intérieur de cette guerre civile, dès le 26 juillet 1793, au sein du comité de salut public, en présence de Robespierre. Robespierre est le grand criminel du système, c'est le grand penseur. Il y en a eu d'autres, hein. On peut citer Barère, entre autres. Et on va mettre en place un système qui vise à réduire, à exterminer la population de la Vendée. Et on va planifier le système. On va mettre 4 plans en place. Le premier plan date du 26 juillet. Le deuxième plan date du 12 novembre 1793. Le troisième plan date du 21 janvier 1994. Et le quatrième plan date du 10 mai. Tout ça, c'est très précis. On a tout et on a même reconstitué la chaîne de commandement qui va du sommet de l'État, c'est-à-dire le comité de salut public, en passant par les généraux, les députés, etc., à la base. Mais pour aller au fond de ce sujet, est-ce que le génocide répond donc à une définition juridique précise? Est-ce que ce génocide-là, ce génocide vendéen, correspond bien à cette définition qui est celle du tribunal international? Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on appelle génocide? La conception ou la réalisation ou la complicité dans l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique, racial, politique ou religieux. Ce qui est très important, c'est le regard du bourreau, c'est-à-dire qu'il va définir l'ennemi à abattre et on le tue, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Donc on tue les Vendéens parce qu'il est Vendéen. Vous avez eu accès aux archives qui sont... Nous avons toutes les archives en la matière. Hein. Contrairement à ce qu'on pensait, les choses sont relativement bien conservées. Vous êtes originaire d'un village qui s'appelle la Chapelle-Basse-Mer en Loire-Atlantique et vous avez eu accès aux archives notamment de la Chapelle-Basse-Mer. Alors la Chapelle-Basse-Mer, mais plus généralement, est-ce que vous pouvez nous décrire le nombre de morts qui ont été occasionnés par les colonnes de Turreau, c'est-à-dire par
cette opération, effectivement, de ces colonnes infernales, mais également de les mettre en rapport, en regard avec les morts dues à la guerre civile initiale. Alors ça, c'est très difficile. La répartition entre la population qui a été tuée dans le cadre de la guerre civile et celle de l'extermination, c'est difficile. On peut prendre le chiffre, par exemple, du Petit Luc. 566 personnes ont été massacrées vraiment froidement. Et d'ailleurs, il n'y a plus d'habitants et le village va être rayé de la carte de France. Je répète, il n'y a plus d'habitants, le village est rayé. La Chapelle-Basse-Mer, sur une population de 3250 habitants, c'est 900 habitants qui ont été exterminés, et de préférence majoritairement les femmes et les enfants. Est-ce que le chiffre de 200 000 est un chiffre? C'est possible. À l'heure actuelle, on ne peut plus descendre au-delà, en dessous du chiffre de 117 000, ça c'est sûr. J'espère que grâce aux nouvelles méthodes de technologie, grâce à la généalogie, on pourra avancer à la matière. Si vous permettez, je voudrais citer un juriste qui travaille beaucoup sur la question, qui analyse les faits au regard de la criminologie spécifique au crime de masse, qui est Villemain, qui a sorti deux livres et qui en prépare un autre sur l'aspect juridique des colonnes infernales. Oui. Et comment peut-on expliquer... Oui, pardon, Véronique, vous vouliez parler... Le chiffre de 200 000, c'était quel pourcentage par rapport à la population vendéenne, pour qu'on se rende bien compte? Il y avait aussi ces effroyables noyades à Nantes, faites par Carrier. Donc c'est assez bigarré quand même comme monstruosité en fait à l'échelle du territoire. Vous savez, la Vendée, c'est une double matrice. C'est la matrice proprement dit. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine que le peuple souverain conceptualise et met en place un système d'extermination de lui-même. Ça, c'est d'ailleurs que Babeuf dénonce. Gracchus Babeuf, le père du communisme, il dénonce ce qu'il appelle le populicide. Et la matrice avec une filiation, puisque Lénine va venir étudier ça à Pornic, et en fait, les méthodes d'extermination, il va les réutiliser en Russie. D'ailleurs, il appelle ça ses Vendées. Et après, nous avons toutes ces filiations avec le national-socialisme, le maoïsme, etc. Et on parlait tout à l'heure... Là, vous faites une filiation très directe entre la terreur en Vendée et ce qui a été appliqué ensuite par des régimes totalitaires. Et bien sûr, vous nous dites que les racines du totalitarisme viennent de la Vendée. Absolument. La mise en place... ça, c'est documenté historiquement? Tout ça, c'est documenté. Je répète, l'idée des révolutionnaires, c'est de tuer l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Donc c'est cette logique qu'on va retrouver dans tous les systèmes totalitaires du XXe siècle. Et d'ailleurs, toutes les méthodes d'extermination utilisées par Lénine, Staline, Hitler, etc., ont été inventées par la Révolution française. Je prends par exemple le système de gazage. Le système de gazage a été pensé par un député français qui s'appelle Fourcroy, qui est d'ailleurs honoré par la ville de Paris, qui a sa statue sur l'hôtel de ville de Paris, et on l'a pas mis en œuvre parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution. Voyez. Et ça consistait en quoi, ce système de gazage? Ce système, c'était de créer un gaz pour empoisonner, asphyxier les Vendéens. Ils n'ont pas trouvé la solution. Lénine va retenir l'idée, et c'est lui qui va commencer les gazages de masse, qui sont repris par la suite par Adolf Hitler. Il y a des épisodes également épouvantables qui peuvent faire penser notamment à Oradour-sur-Glane, avec Saint-Florent-le-Vieil, où toute une population a été mise dans une église. Racontez-nous. On a par exemple le système de four crématoire. Qui a été utilisé massivement durant la Seconde Guerre mondiale. Le concept a été inventé par un général qui s'appelle Hamet, qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, qui a conçu les fours à pain comme four crématoire. Vous avez comme ça en Vendée, la Vendée c'est un laboratoire. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre la Vendée. Et Gracchus Babeuf, contemporain des événements, avait compris cette spécificité de la politique. Gracchus Babeuf, le père du communisme. Oui. D'ailleurs, c'est la référence pour Lénine. Et Gracchus Babeuf a rédigé un livre qui a été interdit en France à l'époque, du système de dépopulation en Vendée. Ce livre, c'est vraiment une référence. C'est le premier, un contemporain, à avoir réfléchi sur la nature exterminatrice des conventionnels. Et il a compris, Gracchus Babeuf, que c'était quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, il a écrit en espérant que son récit empêchera que l'Europe recommence de telles expériences. Et on a détruit malheureusement son livre, et vous connaissez la suite.
Vous avez inventé, j'imagine que c'est vous, le concept de mémoricide, c'est-à-dire cette volonté idéologique de refuser précisément de reconnaître ces réalités-là. Oui. Est-ce que ce mémoricide est encore prégnant au cœur de l'université? On voit qu'il l'est en tout cas chez certains députés de la France insoumise. Et est-ce que ce mémoricide-là peut être considéré comme une sorte de négationnisme? Absolument. Bon nombre d'universitaires français trichent, manipulent les documents, ne disent pas la vérité. Je ne vais pas citer des noms, mais ils vont se reconnaître. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Parce qu'on considère qu'il ne faut pas toucher au mythe de la Révolution propre. On ne peut pas toucher aux soldats Robespierre. Ce n'est pas possible. Hein. Et je pense que malheureusement, ça explique justement tout ce qui vient de se passer autour du film. Et je pense qu'il faut cicatriser les plaies en France. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est ce qu'a demandé Philippe de Villiers, c'est que le président de la République, au nom de la République, vienne solliciter en Vendée le pardon des Vendéens. Et la deuxième chose, je rappelle que ce génocide, c'est le seul dans l'histoire de l'humanité, est légal. C'est-à-dire qu'il a été voté par l'Assemblée nationale du moment, c'est-à-dire la Convention, et que les lois n'ont jamais été abrogées jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ces lois font toujours partie de l'arsenal juridique. Et les lois ces lois disent alors, quoi? En fait, vous avez 3 lois, je ne vais pas entrer dans le détail. Ces lois prévoient l'extermination de la population en Vendée, l'anéantissement de tous ces biens, la nationalisation de tous ces biens et le repeuplement de la Vendée, c'est la loi du 7 novembre 1793. Je répète, vous avez un juriste qui a beaucoup travaillé la question, qui s'appelle Villemain, et il précise les choses sous l'angle juridique. Hein. Ces lois, je répète, n'ont jamais été abrogées, malgré la demande d'un certain nombre de députés. Elles font toujours partie de l'arsenal juridique de la France. Véronique Jacquier. À quoi attribuez-vous l'esprit de résistance vendéen? Vous savez, les Vendéens, d'abord, ont été exterminés, donc ils ont dû survivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la résilience. Ils étaient en marge de la France et ils n'ont pas eu d'autre choix de se battre, tout simplement. Au niveau scolaire, tout à l'heure, vous abordiez le problème de l'enseignement. Les Vendéens ont créé la plus grande école libre qui soit, qui est une école populaire, démocratique. Hein. Je rappelle que l'enseignement privé en Vendée est majoritaire, en Vendée militaire est majoritaire. Et c'est aussi l'entreprise. Nous avons la plus grande concentration de PME et de PMI en Vendée militaire. Ça fait partie de l'héritage de la Vendée, celui de survivre malgré tout. Vous savez, ils se sont retrouvés à la fin des événements, à la fin de 1794, décimés, anéantis, dépourvus de tout, de nourriture, de vêtements, etc. Et il a fallu qu'ils se battent pour survivre, simplement survivre. Je rappelais votre parcours universitaire, comme historien non reconnu par vos pairs, par la force de En France, oui. Par la force de la cooptation. Comment jugez-vous d'abord le sort qui vous a été réservé? Est-ce que l'on peut parler d'un historiquement correct? Et est-ce que cette situation aberrante, de mon point de vue, est une situation qui perdure? Ou est-ce qu'enfin les esprits s'ouvrent un peu? Je pense qu'il y a un énorme problème en France au niveau de l'université. On a mis en place, depuis la Seconde Guerre mondiale, un système de cooptation incestueuse, qui fait que l'enseignement français supérieur est dans les sciences molles, en train de s'effondrer. Bon. Et donc, je pense qu'il faut casser le système de recrutement au sein de l'université, l'ouvrir. Hein, c'est pas normal que les laboratoires, les chaires appartiennent toujours aux mêmes syndicats, aux mêmes partis, etc. Il faut et les mêmes syndicats, les mêmes partis, c'est-à-dire, vous visez qui? C'est le Parti communiste et le Parti socialiste. La chaire de la Révolution française est entre les mains du Parti communiste depuis des décennies. C'est plus tolérable à l'heure actuelle. Jean Meyer disait que le dernier communiste serait titulaire d'une chaire à l'université, et malheureusement, l'histoire
lui donne raison. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sur l'avenir du recrutement au sein de l'université française. Et le phénomène qui a été généré par cela est inadmissible. On apprend une histoire qui est une contre-histoire et ça donne toute cette violence intellectuelle. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours lorsqu'on voit un professeur d'université qui appelle à massacrer les gens qui votent pas bien pour lui. C'est pas possible, ce genre de choses. Le président de la République a reconnu, concernant en tout cas les actes de colonisation de la France en Algérie, qu'il y avait là un crime contre l'humanité. Est-ce que vous attendez de lui qu'il dise la même chose parlant de la Vendée ? Je pense qu'il faudrait que le président de la République, et je l'invite à la chapelle Basse-Mère où on a fait le mémorial de l'extermination, à venir simplement solliciter le pardon des Vendéens. Simplement le pardon. Le pardon. Et ces grandes figures... Il n'y a pas de réparation, rien. Thureau a son nom, Thureau a son nom et sous l'Arc de Triomphe. Et je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes à ce niveau-là. C'est pas normal que la République française rende hommage à des grands criminels contre l'humanité. On pourrait en citer un certain nombre. Vous citiez Thureau, qui a son nom sur l'Arc de Triomphe, ou Hamet, qui est le fondateur des fours crématoires. Mais allons plus loin. Lazare Carnot, qui est un criminel contre l'humanité et qui est au Panthéon. Vous voyez, je pense qu'il faut s'arrêter un jour et réfléchir. Carnot, je pense qu'il faut le retirer du Panthéon. C'est un criminel contre l'humanité. C'est lui le responsable de ce qui s'est passé en Vendée. C'est lui qui devait suivre tout le système de meurtre de masse. Et diriez-vous la même chose de Robespierre, qui dirigeait à ce moment-là le Comité de salut public ? Je pense qu'il faut s'arrêter, il faut apprendre à distinguer le bourreau de la victime. Et il faut définir le bourreau, comme on a fait durant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, les Arméniens se sont beaucoup battus là-dessus et l'histoire leur a donné gain de cause. Durant la Seconde Guerre mondiale, à la fin, on a mis un système de sanctions. Je pense, et c'est pour ça que je pense que c'est important de bloquer le mémoricide, je pense qu'il faut faire un arrêt sur image pour juger tous ces gens-là et pour dire enfin aux Français la vérité. Qui vous soutient dans ce travail de mémoire que vous proposez, que vous sollicitez en tant qu'historien? Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres? Je rappelle que vous êtes de l'affiliation de Pierre Chaunu, par exemple, de tous ces grands historiens, ou Mona Ozouf, qui ont reconnu qu'il y avait effectivement un génocide dans ces guerres de Vendée. Mais est-ce que vous êtes encore un homme isolé ou sentez-vous que vous êtes soutenu? Petit à petit. Vous savez, les faits sont têtus. On peut dire n'importe quoi, qu'on exagère, c'est pas vrai, on peut relativiser, on peut justifier, etc. Mais les faits sont là, les documents sont là. Je rappelle que les documents sont là et grâce à ces documents... Ils sont là depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis combien de temps on a accès à ces documents? Depuis toujours ou c'est assez récent? Les documents sur lesquels vous avez travaillé? Les documents sont au sein des archives publiques. Ils ont toujours été publics. Au sein des archives privées, religieuses et des particuliers. Au sein des archives publiques, ils sont quasiment intacts. Alors c'est difficile à déceler parce que le crime est masqué. Et je rappelle que j'ai compris les 4 plans d'extermination qu'en 2011, grâce à la découverte de documents incroyables au sein des archives nationales. C'est-à-dire incroyable en quoi? Jusqu'à présent, on pensait qu'il n'y avait qu'un plan d'extermination, celui de Thureau. En fait, il y en a 4. Thureau, c'est les colonnes infernales. Les colonnes infernales. Alors, c'est très intéressant parce que sur les 4 plans, il y en a 3 qui ont été conçus par le Comité de salut public et les députés. Et le plan Thureau est le seul qui soit issu de l'armée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Thureau sollicite l'aval de Carnot en lui disant je vais changer la méthodologie retenue par le Comité de salut public, je vais en inventer une autre, c'est-à-dire les colonnes infernales qui vont être beaucoup plus efficaces, et puis vous me jugerez après. Et c'est grâce à cela que Thureau a survécu. Autrement, il aurait été guillotiné parce que son plan d'extermination a été un échec. C'est terminé. Merci beaucoup Reynald Secher. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle votre ouvrage, auteur donc de Vendée, du génocide au mémoricide, sur
Je rappelle que vous êtes docteur en lettres et historien. Yvan, merci beaucoup. Véronique, pareil, dans un instant, c'est Enquête d'esprit, où on va parler de l'art d'être chef avec le général Pierre de Villiers notamment. Les Vendéens avaient de grands chefs, hein. Donc voilà, affaire à suivre. Et donc restez sur CNews et puis à 22h, les visiteurs du soir, Frédéric Tadei.